mais bah, c'est pas grave, hein, ça nous fera à tous une pause. Alors c'est parti. Alors, les vidéos, les diapos passent pas. Voilà. Alors pour lire mon diaporama, je vois, hein, sur cet écran-là que je suis obligée de cacher pardon, le chat parce que sinon ça prend une place qui est quand même trop importante. J'arrive pas à lire les diapos. Donc je vais le cacher, puis je le réactiverai de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de problème. Et si vraiment il y a un problème et que voilà, je ne vois pas, que quelqu'un prenne la parole et puis vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Alors concernant la première semaine de développement, il y a un item, un QCM que j'ai posé qui vous a posé problème. Après fécondation, la zone pellucide facilite le transport de l'ovocyte dans l'utérus. On me dit, une étudiante a eu un problème quant à la correction de cet item. Il a été compté comme faux car la zone pellucide facilite le transport dans la trompe et non pas dans la cavité utérine. Alors cependant, est-ce qu'il n'aurait pas été juste également de dire qu'après fécondation, la zone pellucide facilite le transport dans l'ovocyte dans la trompe utérine, sachant qu'on ne parle plus d'ovocyte mais d'œuf et de zygote? Alors tout à fait, en fait cet item, il est doublement faux. La zone pellucide, vous devez vous rappeler qu'elle se situe, enfin qu'elle est présente quand l'œuf fécondé est dans la trompe, mais qu'après, dès qu'on arrive dans la cavité utérine, il y a eu ce processus de lyse de la zone pellucide d'éclosion du blastocyste. Et donc, le blastocyste est libre dans la cavité utérine, donc débarrassé de cette zone pellucide. Et en plus, effectivement, à partir du moment où la fécondation a eu lieu, on ne peut plus parler d'ovocytes, il faut parler d'œufs fécondés ou de zygotes. Hein, donc ça, c'est important que vous l'ayez compris et que vous le reteniez. Donc si c'est bon pour vous, je passe à la deuxième diapositive. Donc sur cette diapo, l'intérêt c'était de vous remontrer ces premières images de cours où on a ici l'ovocyte, hein, le pavillon de la trompe ici, qui vient accueillir l'ovocyte, et puis la fécondation qui a lieu dans le tiers externe. Ensuite, l'œuf fécondé ou le zygote va avancer comme ça dans la trompe, hein. Vous vous rappelez que ça fait intervenir plusieurs mécanismes, dont notamment les cellules ciliées, hein, de la trompe avec ces cils qui vont battre, ainsi que les contractions musculaires. Et tout ça, ça va aboutir à l'avancée de l'œuf fécondé jusqu'à la cavité utérine. Alors au début, l'œuf fécondé, il est entouré de la corona radiata, mais très vite, dès la fécondation, en fait, elle disparaît. Et donc autour, ensuite, il persiste la zone pellucide. Cette zone pellucide, elle a un avantage, c'est qu'elle va éviter notamment les grossesses extra-utérines qui vont avoir lieu dans la trompe. Elle empêche l'implantation. Et autour du 5e jour, il y a donc une éclosion de l'œuf, hein, l'œuf qui est au stade blastocyste, puisqu'il y a une cavité qui s'est créée, et l'œuf devient libre, débarrassé de la zone pellucide dans la cavité utérine. Et ainsi, il va pouvoir venir s'apposer contre le chorion de l'endomètre par son pôle embryonnaire et puis envahir ce chorion, l'endomètre, pour pouvoir s'implanter complètement, et c'est ce que l'on appelle l'anidation. Alors, est-ce que la corona radiata disparaît au moment de la fécondation ou à J3? Elle disparaît juste après la fécondation, mais pour ça, moi, je vous renvoie à vos cours de biologie de la reproduction. Voilà, moi, dans mes cours, il y a quelqu'un qui répondait, qui disait: «Elle disparaît au stade de précompaction». Pour, tout vous dire, là, j'ai pas les documents sous les yeux, donc très sincèrement, je me rappelle pas. Mais je vous ai pas fait de questions sur ça, et pour moi, ça relève de la biologie de la reproduction, comme une question également que j'ai eue, sur le corps jaune, sur laquelle je vais revenir. Je vais vous donner ma définition, la définition embryologique, mais également je poserai pas de questions dessus, et je vous renvoie au cours de la biologie de la reproduction, puisque je pense que c'est quand même ça qui est le plus important, puisque c'est pas tout à fait, mon domaine ici.
Alors là, toujours dans la première semaine de développement, un étudiant souhaiterait avoir une explication quant à ce schéma. Alors je remercie cet étudiant, je ne sais pas qui c'est, mais félicitations. Ça fait quelque temps que ce schéma, je l'ai, sur mes documents. Alors il est issu d'un site que moi j'aime pas trop, mais bon, je l'avais trouvé assez explicite, donc c'est vrai que je vous l'avais rajouté. Et en fait, ce schéma, il est effectivement, complètement erroné. Sur ce schéma, on peut donc voir, en orange, la zone pellucide et l'œuf ici, l'ovocyte, enfin pardon, pas du tout l'ovocyte, hein, plutôt, mais l'œuf qui est en train, d'éclore avec la couche trophoblastique en périphérie et ici avec la masse cellulaire interne. Or, sur ce schéma, ils ont déjà différencié deux couleurs, une couleur bleue qui devrait représenter l'épiblaste et une couleur jaune qui devrait représenter l'hypoblaste. Mais on n'en est pas du tout à ce stade de développement, donc ce schéma est erroné et peut vous induire en erreur. Donc, j'ai mis d'autres diapositives du cours après pour vous en reparler, mais donc ce schéma est faux et considérez par exemple ici que c'est la masse cellulaire interne et que toutes les cellules doivent être bleues. Si je passe maintenant à la diapo inférieure, et c'est pour ça que je trouve pardon, que la remarque de cet étudiant est vraiment très intéressante, parce qu'il faut vraiment avoir compris que le mécanisme d'invasion et de nidation va être concomitant du mécanisme du développement du disque embryonnaire didermique. Hein, donc ces étapes, pour des notions pédagogiques en cours, elles sont abordées les unes après les autres, mais c'est vraiment en parallèle que ça se fait. Alors, c'est autour du 8e jour que cette couche de cellules hypoblastiques va s'individualiser. Donc, elle dérive de la masse cellulaire interne et le reste, ici, contre le trophoblaste, forme l'épiblaste primitif. Ces deux feuillets dérivent de la masse cellulaire interne que l'on a ici. Et là, on retrouve notre cavité, le blastocèle, et en périphérie, le trophoblaste. Et ici, le syncytiotrophoblaste. Donc là, je vous ai remis le schéma de l'invasion, hein, des mécanismes d'invasion. Et sur ce mécanisme, donc autour du 8e jour, on voit bien qu'il y a deux feuillets épiblastiques et hypoblastiques déjà formés. Mais donc, ils ne se forment pas du tout au stade d'éclosion. Donc là, c'était la même chose. Voilà. Donc, c'est l'évolution d'une part du disque, enfin de l'embryon, hein, de la masse cellulaire interne, puis du disque embryonnaire didermique, et d'autre part, ici en haut, l'anidation. Donc vous voyez d'abord qu'il y a ce mécanisme d'apposition de l'œuf fécondé sur l'endomètre par le pôle embryonnaire. Puis, il y a l'invasion du chorion de l'endomètre ou la colonisation. Et après, il y a la poussée qui permet de former la cavité amniotique, les deux poussées hypoblastiques qui se font suite et la formation du mésenchyme extra-embryonnaire. On va en revenir sur certaines diapos. Je crois qu'on m'a demandé un rappel, enfin on m'a demandé un rappel sur l'âme vitelline, l'âme amniotique, somatopleur, etc. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Alors, petite question, est-ce qu'il faut apprendre les stades de Carnegie par rapport aux événements et aux jours? Donc on a les stades de Carnegie, pour moi, vous n'avez pas à les apprendre. Alors, serait-il possible de refaire un point sur le corps jaune et le corps blanc que doivent retenir les étudiants pour l'embryologie? En effet, les versions divergent. Donc c'est déjà une remarque que vous m'avez fait l'an dernier. Je crois qu'on me disait l'an dernier qu'en BDR, on vous disait que le corps jaune disparaissait et qu'on ne parlait plus de corps jaune au-delà du 15e jour, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, en embryologie, voilà quel est notre point de vue d'embryologiste. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune, donc qui est dans l'ovaire, il va involuer et il va se transformer en un tissu fibrocicatriciel qu'on appelle le corps blanc. Et donc, il n'a plus de fonction après la fin du cycle menstruel. Donc ça, c'est physiologique. Hein. À chaque cycle menstruel, il y a un ovocyte qui est expulsé, un corps jaune qui se forme, qui synthétise de la progestérone. Et après, s'il n'est pas fécondé, il devient cicatriciel, c'est ce qui forme le corps blanc. Quand il y a fécondation, par contre, le corps jaune, il a un rôle majeur parce qu'il va persister
pendant les 3 premiers mois pour maintenir les taux hormonaux. Notamment, je suis désolée, j'ai toussé, j'espère que ça vous a pas cassé les oreilles, et notamment les taux hormonaux de progestérone. Ça permet de faciliter l'anidation et de faire, et de permettre le développement de la grossesse. Donc ce corps jaune, il prend le nom de corps jaune gestatif ou de corps jaune de grossesse. Et ensuite, quand le placenta est mature et que le placenta peut sécréter la progestérone, eh ben, c'est lui qui prend le relais. Donc voilà, moi je vous informe comme ça parce que je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, je n'ai pas fait de QCM dessus et comme l'an dernier, je ne fais pas de QCM sur cette partie. Pour l'ensemble des cours que je faisais en PACES à l'époque, mes cours précédaient les cours de biologie de la reproduction, donc j'étais obligée de faire un petit peu tous ces rappels pour que vous compreniez le fonctionnement. Mais voilà, donc pas de questions dessus. Et je vous demande il faut plutôt vous tourner vers Nicolas Chevalier en biologie de la reproduction. Il pourra peut-être mieux répondre à vos questions. Alors, j'ai raté pas mal de questions et il y aura, de messages. Effectivement, il y aura 7 QCM d'embryologie. Alors, j'ai une question. J'ai quelqu'un qui me dit est-ce qu'il faut connaître les différentes caduques? Oui, ça fait partie du cours, hein, donc c'est abordé très brièvement dans les cours de PACES. Mais voilà, hein, vous savez que les caduques, c'est lié à la réaction déciduale qui arrive, qui naît dès l'implantation de l'embryon et qui se transmet à toute la muqueuse de l'endomètre. Donc ça forme les caduques et effectivement, oui, il faut le savoir. Donc, je vous avais remis cette diapositive du cours, où ici vous voyez le volumineux corps jaune. Bon, donc je vous dis, ça, c'est pas important pour vous. Ne la prenez pas pour le concours. Alors, une question sur les stades de Carnegie par rapport à un item que j'avais posé. Est-ce qu'on peut considérer que les 23 stades de Carnegie, définis selon les critères de taille, d'âge et de morphologie, permettent de décrire précisément la période embryonnaire, sachant qu'à ce stade de développement, il est difficile d'établir une chronologie évolutive et de se situer avec exactitude au stade de développement. Donc ça fait référence à ce que j'ai dit en cours et ça apparaît tel quel dans le cours. En fait, il est difficile d'établir une chronologie évolutive et de se situer avec exactitude au stade de développement. Ça réfère à la datation en semaine de grossesse ou en semaine d'aménorrhée, puisque la date de fécondation que l'on établit à partir d'un interrogatoire de la patiente selon la date de ses dernières règles éventuellement, c'est pas fiable. Par contre, les stades de Carnegie, ça permet vraiment de décrire précisément la période embryonnaire. Mais ce n'est pas quelque chose dont le gynécologue va se servir en clinique. C'est vraiment spécialisé à la discipline de l'embryologie et ça permet de dater précisément notre embryon parce que les mécanismes embryologiques, même si on n'est pas à un J1 près, se font dans la même période. Donc les stades de Carnegie, ce sont les plus précis et ils permettent de décrire précisément cette période embryonnaire, contrairement aux semaines de grossesse et aux semaines d'aménorrhée. Alors on va maintenant passer à la 3e semaine du développement. À propos d'un item qui avait été proposé par les tuteurs en 2019, voilà, il était un petit peu ambigu et ça avait posé problème. L'item, c'était la ligne primitive et le centre de coordination du développement des 3 feuillets et de la corde. Et ça avait été compté faux, voilà, parce que en fait, cette phrase telle quelle dans le texte, elle renvoie au nœud de Hansen. Alors, c'est vraiment le nœud primitif ou le nœud de Hansen qui est le centre de coordination. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Par contre, effectivement, la ligne primitive, comme dans le cours, on dit qu'elle est constituée à la fois du sillon et du nœud. Voilà, c'est un petit peu litigieux et je ne sais pas trop si on aurait pu le compter vrai ou faux. Disons que ce n'est pas la ligne primitive dans sa totalité qui est le centre de coordination, c'est vraiment le nœud primitif. Alors, je vais regarder si vous m'avez un peu posé des questions. Alors, je continue.
Toujours à propos de la 3e semaine de développement. Alors, à propos de ce schéma, est-ce qu'on peut déjà parler de canal de Wolff? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est difficile, vous êtes partagés. Alors, bon, c'est compliqué, d'accord? En fait, ici, vous voyez que les tubules, là, ils ont commencé à fusionner. Donc, effectivement, le canal de Wolff, il est en formation. Donc, ça dépend, c'est pareil, quand on essaye de poser des questions, on essaye d'être le plus concis possible. Si on vous montre cette partie, là où il y a la fusion, et qu'on vous demande, est-ce que ça peut correspondre au canal de Wolff néo-formé, à l'ébauche du canal de Wolff, au canal de Wolff en formation? C'est oui. En dessous, là où c'est pas encore formé, on en est au stade de microtubules. Mais c'est vraiment une question qui est compliquée et je ne vous ferai pas une question comme ça le jour du concours. Par contre, retenez bien que ces microtubules, donc qui sont latéraux hein, sur le côté de l'embryon, hein, pas axiaux, c'est-à-dire pas proches de l'axe de l'embryon, ils vont fusionner entre eux et fusionner au-dessus avec le reliquat du canal pronéphrotique pour former le canal de Wolff, que l'on appelle également le canal mésonéphrotique. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. Alors, est-il possible de faire un rappel sur la formation du cellome interne? J'ai eu deux questions, je crois, dessus. Tout en faisant une précision sur la chronologie de sa formation, car certains étudiants se demandent si ce cellome se forme à la 3e ou à la 4e semaine. Alors, encore une fois, c'est une question qui est assez pertinente. Et on va en reparler. On peut dire que le cellome interne, il commence sa formation dès la 3e semaine, en fait, à partir du moment où le mésoblaste latéral va se cliver en 2 lames, mais qu'il termine sa formation à la 4e semaine, notamment après l'étape de délimitation où l'embryon s'est replié sur lui-même et a vraiment fermé et internalisé ce cellome interne. Et est-ce que je peux donc faire un point sur la différence entre le cellome interne, externe, la somatopleure? Et il y a un schéma que j'ai mis sur jalon qui est peut-être un peu compliqué et on m'a demandé de le redétailler, donc c'est ce que je vais vous faire. D'accord. Alors, ici, vous avez donc le disque embryonnaire qui est tridermique. Hein. Vous voyez que les 3 feuillets sont formés avec au centre le mésoblaste qui s'est divisé en 3 cordons. Le mésoblaste paraaxial, intermédiaire et latéral. Le mésoblaste paraaxial qui est proche du centre, proche de la corde qui va former les somites, qui soulève déjà la face dorsale de l'embryon. Le mésoblaste intermédiaire qui va former les cordons néphrogènes et en périphérie, enfin sur le bord le plus latéral, le mésoblaste latéral qui va se cliver en 2 lames. Donc ici, vous pouvez voir le mésoblaste latéral avec ses petites lacunes au centre qui est en train de se cliver et ce clivage qui apparaît de plus en plus apparent ici. Ici, sur ce schéma, où on voit bien que notre mésoblaste intra-embryonnaire, il va venir en continuité ici avec le mésenchyme. Et en dessous, on ne le voit pas, mais on peut imaginer que ça vient également en continuité avec le mésenchyme. Hein, donc là, ce mésenchyme, ce territoire de mésenchyme, est-ce que vous savez le nommer? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ici. Le mésenchyme ici qui tapisse la cavité amniotique. Oui, c'est du mésenchyme extra-embryonnaire. Et du coup, ça forme une lame, hein, ça vient tapisser comme ça. La cavité amniotique, ça a un nom. Oui, donc c'est la lame vitelline. Hein, c'est sur la face dorsale de l'embryon, ici. Et à l'opposé, le fragment de mésenchyme, on va revoir sur les schémas qu'on aura plus loin. Ici, en bas, il y aura la lame vitelline. Donc on voit ici que, pour revenir à notre mésoblaste latéral, on voit qu'il s'est clivé en 2 lames et au centre, il a commencé à délimiter un espace que l'on nomme le cellome interne. Ce cellome interne, au début, il est en continuité avec le cellome externe qui entoure complètement notre embryon. On va le voir sur le schéma d'après. Alors,
Donc là, notre lame, la lame pardon, ventrale, c'est pas ce schéma-là que je voulais vous montrer en premier. Je vais quand même continuer comme ça et puis je vais revenir. Donc, mésoblaste paraaxial, mésoblaste intermédiaire, mésoblaste latéral qui se clivent en deux lames. Une lame ventrale qui vient contre ici. Vous savez ce que c'est comme feuillet en jaune, vous l'avez reconnu. Hein, c'est l'hypoblaste qui va, pardon, c'est l'entoblaste qui va être internalisé hein, dans l'embryon pour former l'intestin primitif. Et la lame dorsale ici qui, elle, vient contre l'épiblaste. Donc, ces deux lames, ça délimite cet espace à l'intérieur que l'on nomme le cellum intra-embryonnaire. Pardon, le cellum interne. Alors, cette lame de mésoblaste intra-embryonnaire, qui est dorsale, on l'appelle la somatopleure intra-embryonnaire. Moi, j'avais un petit moyen mémotechnique, dorsale, somatopleure. Et celle-ci ici, qui est ventrale, c'est la splanchnopleure. Ici, on est intra-embryonnaire. J'espère que tout le monde est d'accord. On est dans l'embryon. Hein, c'est notre mésoblaste intra-embryonnaire qui s'est clivé en deux lames. On est au sein de notre embryon qui est actuellement tridermique. Donc, ça n'a rien à voir avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui tapisse en haut la cavité amniotique et en bas la vésicule vitéline et que l'on nomme en haut la lame amniotique ou somatopleure extra-embryonnaire et que l'on nomme en bas, du côté de la vésicule vitéline, la splanchnopleure extra-embryonnaire. Autour du 10e, 11e jour, l'embryon est implanté. Ici, vous avez la muqueuse de l'endomètre qui s'est refermée hein, par ce petit bouchon de fibrine. Et on a l'épiblaste qui a proliféré pour former ce feuillet que l'on appelle le mésenchyme extra-embryonnaire. Alors, j'ai eu plein de messages entre-temps. Alors, c'est quoi la différence entre amnios? Alors, donc ici, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, l'épiblaste, il émet une poussée, l'équivalent d'une poussée. Il forme ici le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésenchyme extra-embryonnaire, il vient s'interposer entre l'hypoblaste, ici en bas, le trophoblaste, et les amnioblastes de la cavité amniotique en haut. Au fur et à mesure, ce mésenchyme extra-embryonnaire, et pardon, en périphérie, il vient se plaquer contre le trophoblaste. Donc, au fur et à mesure, ce mésenchyme extra-embryonnaire, il va se creuser de lacunes. Donc, ces lacunes, c'est ce que vous apercevez en blanc. Et au final, c'est ce qu'on va voir sur la diapositive d'après, il va rester du mésenchyme extra-embryonnaire contre le trophoblaste. L'ensemble ici va former le chorion. Et du mésenchyme extra-embryonnaire, il va en rester contre la cavité amniotique et également contre la vésicule vitéline secondaire. L'embryon qui est ici, qui est encore didermique à ce stade-là, il est suspendu donc dans une cavité et cette cavité, on l'appelle le cellum externe. Il est extérieur à l'embryon. L'embryon est relié à la sphère choriale que vous voyez en périphérie par le pédicule embryonnaire. Donc il y a le numéro 4 qui masque un peu le pédicule, mais donc là vous avez un bout de mésenchyme extra-embryonnaire qui vient s'attacher à l'embryon. Alors, j'ai des messages qui me disent que la connexion, elle est interrompue. Est-ce que vous m'entendez toujours correctement? Oui, bah alors c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai des messages qui apparaissent de Zoom en me disant que ma connexion Internet est instable. Alors, n'hésitez pas à me faire savoir si vous n'entendez plus. Donc voilà, tout ceci, c'était un petit peu pour vous expliquer, pour vous rappeler la différence entre ces lames et qui portent des noms différents. Donc ça peut être un petit peu piégeux pour les QCM. Alors, ça, c'est juste pour vous rappeler ce qui se passe au moment de l'applicature. Donc,
L'applicature dans le sens transversal, c'est équivalent à un champignon qui est plat et qui va progressivement se replier sur lui-même, comme vous le voyez ici pour un champignon de Paris. Donc l'embryon, c'est exactement pareil. Vous voyez que le champignon, quand il s'est replié sur lui-même, il a délimité ici de part et d'autre 2 petites cavités que l'on peut assimiler au cellum interne. Le cellum interne, comme on l'a vu sur les diapositives précédentes, donc, il est bordé de part et d'autre par les lames latérales. Au fur et à mesure de l'applicature, l'embryon va se replier sur lui-même, sur ses bords latéraux, et les tissus vont venir fusionner ici. Et donc, ça va délimiter le cellum interne, il va être complètement refermé ici. Et le cellum externe, donc là, vous ne voyez pas, mais qui en fait entoure complètement l'embryon, va disparaître parce qu'il va y avoir une croissance très importante de la cavité amniotique. C'est ce que l'on voit sur ces schémas-là. Donc là, on a l'embryon qui est en cours de délimitation avec les 2 lames de mésoblaste. Et après ici, l'embryon entièrement délimité. Et donc, le cellum interne ainsi est complètement néoformé et complètement fermé également. Donc c'est pour ça que je vous disais que le cellum interne commençait à se former à partir de la 3e semaine, mais qu'il finissait sa formation à la 4e semaine. Ce cellum interne ici, ça va constituer ensuite une cavité virtuelle, et c'est ce que l'on appelle les séreuses. Pardon, c'est 2 feuillets là constituent les séreuses, et au milieu, c'est la cavité qui est une cavité virtuelle. Je vais juste... oui. Donc, je voulais juste, parce que j'ai peur de... Je vais voir si j'arrive à sortir du diaporama. Donc, je voulais juste revenir sur cette diapo. Donc, le cellum interne, vous l'avez ici, en début de formation. Au début, il est en continuité avec le cellum externe. Au fur et à mesure, avec l'applicature, le cellum interne se referme sur lui-même. Donc, après la délimitation, il est complètement fermé. Donc, le mésoblaste latéral va former avec l'épiblaste, donc sur la face dorsale de l'embryon, il va former les parois latérales et ventrales. Alors que sur la face la plus interne, celle qui est contre l'entoblaste, ça va former ce que l'on appelle la couche viscérale. Et le mésoblaste intra-embryonnaire, en association avec l'entoblaste, va former la paroi du type digestif. Donc c'est ce que l'on voit mieux ici. On a l'entoblaste en jaune, la splanchnopleure intra-embryonnaire. L'ensemble va former la paroi du tube digestif. Et ici, en externe, on a donc la somatopleure intra-embryonnaire qui forme avec l'épiblaste les parois latérales et ventrales de l'embryon. Alors, voici le schéma que je vous avais mis sur Jalon. Donc, je pense que sur Jalon, déjà, j'avais fait peut-être une erreur que j'ai corrigée dans les QCM. Donc là, c'est un embryon en coupe transversale. Donc là, vous êtes OK avec ça, parce qu'au milieu, vous pouvez bien discerner l'axe de l'embryon. Au-dessus, il y a les 2 cavités. En haut, la cavité amniotique. En bas, la vésicule vitelline secondaire. Au centre, la corde, ici en vert, le tube neural et les crêtes neurales qui sont en train de s'individualiser de part et d'autre et qui vont partir migrer dans l'organisme. Là, vous avez le mésoblaste paraaxial qui a constitué qui est en train de constituer les somites. Ici, ce que vous pouvez voir,
je l'interprète comme ça. C'est le mésoblaste latéral qui est en train de se cliver, avec ici, formant ici, pardon, les deux lames latérales. Donc on peut dire que A, c'est bien le cellome interne. Sur le QCM que vous aviez sur jalon, cet item était compté faux, mais donc je l'ai corrigé. Donc A, ça correspond au cellome interne qui est en continuité ici avec le cellome externe. Et D, donc d'après ce schéma, ça peut soit, ça correspond déjà à un fragment de cellome interne qui, si vous voulez, la coupe, là c'est en train de se diviser, en train de constituer le cellome interne, on le voit également ici, et la coupe en fait ici, je pense qu'elle est incomplète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est le myocèle, puisque là, ça forme les somites. Donc ce schéma, c'est un schéma que j'avais réutilisé pour le concours, mais j'avais posé des items beaucoup plus simples. L'intérêt, je pense, c'est également de vous faire un petit peu réfléchir, mais en le revoyant maintenant a posteriori, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai vu que j'avais eu des commentaires. Si, il y a le mésoblaste intermédiaire, en fait, je pense qu'il est là, mais tu vois, il n'est pas, franchement, il n'est pas très bien délimité. Le myocèle, il est là. Le myocèle, il va séparer donc, le somite avec cette partie-là qui va devenir le sclérotome, qui va venir migrer autour du tube neural et de la corde, et cette partie-là qui va devenir le dermatome et l'imyotome. Alors, en D, c'est ce que j'ai eu du mal à expliquer justement. Je pense qu'en D, quand je vous ai posé la question, j'ai peut-être pas été assez précise, hein, mais en D, je pense que c'est également du cellome interne. Et en fait, c'est le mésoblaste latéral qui est en train de se cliver. Je ne sais pas si vous voyez bien chez vous avec la vidéo, mais on peut déjà observer ici la lame ventrale et ici le début de la lame dorsale. Et après, ça vient en continuité comme ça. Donc, je pense que c'est juste une histoire de plan de coupe, en fait, de vision. Ça dépend où la coupe de l'embryon elle a été faite. Mais d'ailleurs, on va le revoir ensemble dans la vidéo. Alors, je vais justement vous montrer cette vidéo de plicature de l'embryon. Comme ça, on va pouvoir en discuter ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui dit que sur ce schéma, on ne voit pas très bien le mésoblaste et c'est vrai que je suis d'accord. Alors, voilà une vidéo que vous avez sur le site du tutorat et que je vous avais présenté en cours l'an dernier. Alors, c'est l'applicature de l'embryon, mais je vais commencer par l'applicature dans le sens longitudinal. Donc ici, et d'ailleurs on va en reparler, hein, il y a la zone cardiogène qui est en avant. Et ici, on commence à avoir le développement de la plaque neurale. Vous voyez que c'est épaissi. Et donc, c'est ce qui va favoriser l'applicature dans cet axe longitudinal. Là, vous avez l'allantoïde hein, qui est dans le pédicule embryonnaire. Donc ici, le mésenchyme est représenté en rouge sur ce schéma. Il n'y a pas la vidéo. Il n'y a pas la vidéo, merci. Alors, merci d'être intervenu pour me dire. Donc, j'étais en train d'expliquer l'applicature dans le sens longitudinal. Hop là.
Donc ça, j'espère que c'est un mécanisme qui est quand même assez, bien compris. Donc ce que je disais, c'est que vous avez la zone cardiogène ici, en avant, le nœud ectoblast qui, s'élargit et qui, se développe énormément, ce qui entraîne, ce qui facilite la plicature en fait. La future tête va tomber, en avant ici et ça facilite la plicature, de l'embryon en avant. Ça se plicature également un petit peu, en arrière. On a la cavité amniotique qui grandit énormément. Je voulais faire un point également sur l'allantoïde, hein, parce que c'est important, après notamment pour, l'intestin primitif, postérieur, pour le devenir de la vessie. Et souvent certains étudiants ne voient pas très bien, enfin se rappellent plus très bien ce que c'est l'allantoïde, hein. Donc c'est cette, poussée, hein, de vésicules vitellines secondaires qui avait eu lieu et qui, pénètre comme ça dans, le pédicule, embryonnaire. Et ça, c'est la vésicule vitelline secondaire et on voit le toit, hein, de cette vésicule vitelline secondaire est internalisé ici dans l'embryon. Donc au fur et à mesure, les bords latéraux de l'embryon, se rejoignent, jusqu'à fusionner. Donc maintenant, on va revoir, l'applicature dans l'axe transverse, hein, donc le côté droit et gauche de l'embryon et pas antéro-postérieur. Et c'est là où on va mieux voir, la formation, du cellome interne. Donc sur ce plan de coupe, la cavité amniotique est en haut, la vésicule vitelline secondaire est en bas, la corde est au centre et le mésoblaste ici est récemment formé. Et donc on va voir un développement du mésoblaste. Voilà, hein, qui pousse au niveau de l'épiblaste secondaire au-dessus. Et ici, la partie s'est différenciée en eurectoblaste, a formé la gouttière neurale et va former le tube neural. Donc on voit que le tube neural a été formé et fermé, hein, il a migré, enfin il n'a pas vraiment migré dans le mésenchyme sous-jacent, mais au-dessus, l'épiblaste secondaire s'est reconstitué. Et là, ici, vous voyez que le mésoblaste qui était clivé en deux lames délimite le cellome interne et que progressivement, les feuillets venant fusionner ici et ici, le cellome interne va être complètement séparé du cellome externe. Voilà, ce que vous voyez mieux ici encore. Et voilà. Donc ici, on a l'embryon qui est délimité, qui s'est complètement replié sur lui-même. La cavité amniotique qui s'est énormément développée, qui a effacé le cellome externe. Et ici, le cellome interne qui a été complètement emprisonné, hein, qui est complètement internalisé. Donc voilà, la coupe transversale de l'embryon après la délimitation. Hop. Donc je vais revenir au diaporama. Alors, encore une question sur la 3e semaine de développement. Dans le cours, il est dit que l'ectoblaste participe à la morphogénèse via le neurectoblaste notamment qui favorise l'applicature, ainsi qu'à l'organogénèse via l'épiblaste secondaire qui participe à la formation de la peau. Cependant, peut-on dire que le neurectoblaste participe également à l'organogénèse, sachant qu'il sera à l'origine du tube neural et des vésicules encéphaliques? Alors oui, effectivement, on peut dire que le neurectoblaste participe à l'organogénèse. En fait, le chapitre du cours, c'était surtout de vous montrer que déjà au stade d'embryon tridermique et au stade des annexes, ça participait à la fois à la morphogénèse et à l'organogénèse. Voilà, donc l'idée, c'était de partir des 3 feuillets épiblastes primitifs, etc. Donc oui, on peut dire que ça participe. Alors une étudiante, alors je ne vois pas la question en fait.
C'est masqué. Alors, je suis désolée, je vois là qu'il y a beaucoup de conversations. C'est très bien, je trouve ça vraiment chouette. Par contre, les messages, je les ai pas toujours en entier. Donc, s'il y a vraiment quelque chose d'important, soit vous le retapez ou vous prévenez en message privé les tuteurs, par exemple. Et puis, ils me recontactent parce que là, ça fait pas mal, ça fait pas mal de messages et j'ai un petit peu du mal à gérer ça. Alors, la question, une étudiante rencontre un problème avec ce schéma. Lorsque vous la décrivez sur la vidéo, la zone entourée en noir est indiquée comme étant uniquement du mésenchyme extra-embryonnaire. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai réécouté la vidéo et en fait, j'ai un gros bug sur cette vidéo. Donc, je crois que je disais qu'il n'y avait que du mésoblaste et que je ne parlais pas du mésenchyme sur la vidéo. Donc, sur ce territoire, donc c'est la diapo que je vous ai remis ici. Donc là, on ne le voit pas très bien parce que c'est en bordure du schéma, mais on est au niveau de la membrane pharyngienne avec nos deux feuillets qui sont accolés. En avant, on a du mésoblaste intra-embryonnaire qui a migré en avant de la membrane pharyngienne et on a également du mésenchyme ici extra-embryonnaire. Donc là, tout a la même couleur hein, sur ce schéma-là, tout est en vert. Mais donc la zone cardiogène, elle a bien une origine mixte intra-embryonnaire. Hein, donc elle dérive du mésoblaste intra-embryonnaire et elle dérive, elle est également formée du mésenchyme extra-embryonnaire et ici vous pouvez notamment voir les îlots de Wolf et Ponder. Les aortes, alors les aortes ventrales se forment-elles en même temps que les aortes dorsales ou se forment-elles après? Deux versions ont été évoquées. Alors les avis divergent, mais pas que pour les cours, hein, je veux dire au niveau nous, de nos cours au niveau du collège. Et en théorie, les ébauches des aortes dorsales se forment avant les aortes ventrales. Voilà. Et dans le cours, je pense que je disais que la formation pour les aortes se faisait en parallèle, mais ce que je veux vraiment vous faire dire ce soir, c'est que c'est pas important. Ça, je veux dire, je vous ferai pas de questions pour savoir si ce sont les aortes dorsales ou ventrales qui se forment avant. Par contre, ce que vous devez absolument savoir pour le concours, c'est que les artères se forment avant les veines. C'est ça le message clé. Alors, je tombe sur la dernière question. Alors, est-ce que l'entoblaste participe aussi à la morphogénèse et à l'organogénèse? Alors, l'entoblaste, il va surtout participer à l'organogénèse en formant l'intestin primitif. Après, on dit que la piqûre de l'embryon, elle est facilitée par le fait que la vésicule vitéline secondaire, elle ne croise pas en volume. Donc, elle se laisse facilement étrangler. Donc, éventuellement, on pourrait dire que c'est les deux. Est-il vrai que le tube cardiaque est entouré initialement du cellum interne qui disparaîtra? Alors, le tube cardiaque, pas les tubes endocardiques, mais après le tube cardiaque, oui, il est entouré du cellum interne. Alors, attendez, il y a plusieurs questions. Donc le tube cardiaque, il est entouré initialement du cellum interne. Et le cellum interne, oui, il va disparaître. En fait, ça devient vraiment, c'est une cavité virtuelle. C'est-à-dire que s'il y a un liquide qui est sécrété, les deux feuillets vont se séparer. Et ce cellum interne qui sera devenu la cavité péricardique enfin, ce cellum interne va se transformer en cavité péricardique. Alors, confirmez-vous que la zone cardiogène est internalisée lors de la 5e semaine? Alors, je ne suis pas du tout habituée à répondre en live aux étudiants parce que vous, en plus cette année, je ne vous ai pas refait les cours. Donc voilà, pour moi, la zone cardiogène, elle est complètement internalisée à la fin de la délimitation, donc à la fin de la 4e semaine. Est-ce que ça déborde sur la 5e semaine? Très sincèrement, je ne sais pas. Et vous n'aurez pas de questions aussi précises que ça. Alors, il y a une question sur le rein. Est-ce que j'ai pas eu d'autres questions sur le rein, du coup, j'ai pas préparé de diapo.
Pour le rein, très brièvement, vous avez le blastème métanéphrogène et le bourgeon urétéral. On est à l'étage métanéphrotique, au niveau du rein définitif. Le bourgeon urétéral, c'est une excroissance du canal de Wolff. Il va venir pénétrer le blastème métanéphrogène. Le bourgeon urétéral va participer à la formation des voies excrétrices. C'est-à-dire que c'est elles qui vont excréter l'urine, c'est-à-dire la faire sortir du corps. Ce sont des canaux, en fait, ce sont des voies de transport. Alors que le blastème métanéphrogène, il va subir, une fois qu'il est pénétré par le bourgeon urétéral, différents stades de maturation, les sphérules, les vésicules, les tubules, etc. Et ça va aboutir à la formation des néphrons. Et les néphrons, on dit que c'est l'unité fonctionnelle du rein, c'est-à-dire que c'est eux qui vont synthétiser ou sécréter l'urine. D'accord? Donc les bourgeons urétéraux, ça forme les calices. Donc les calices, c'est tout ce qui est excréteur. Donc c'est juste un tube, quoi. C'est un tuyau qui permet de faire passer l'urine jusqu'à la vessie. Alors, je reviens au diaporama. Un de vos items a posé problème aux étudiants. C'est un item que j'avais posé lors du concours. Le bourgeon frontal participe à la formation de la bouche et du nez. Alors, vous l'aviez considéré ambigu. Alors c'est intéressant qu'on en rediscute ensemble parce que pour moi, cet item est vrai. Parce qu'au début, lors de la formation de la face, il y a les 5 bourgeons primordiaux, primitifs, dont le bourgeon frontal. Et après, il y a les 2 bourgeons maxillaires et les 2 bourgeons mandibulaires. Le bourgeon frontal, il va subir différents stades de différenciation, de maturation. Et il va notamment après, dans un second temps, former les bourgeons nasaux. Mais ce bourgeon frontal, c'est quand même lui qui est à l'origine de la formation des bourgeons nasaux et aussi des placodes olfactifs, donc de l'ébauche du nez. Et il participe également à la formation de la bouche parce qu'il participe le toit de la bouche, le toit du stomodéum. Donc pour moi, cet item était vrai. Et donc là, je vous ai remis quelques diapos du cours. Les éléments de la face proviennent des massifs mésenchymateux qui sont recouverts d'épiblastes secondaires et qui entourent le stomodéum, donc la future cavité buccale. Il y a 5 bourgeons faciaux. Le bourgeon frontal, ici en jaune, qui est impair, il n'y en a qu'un et il est médian, il est situé au centre. Et donc, il forme bien ici le plafond du stomodéum, que vous avez ici en rouge. Donc, la cavité buccale, le stomodéum, je l'ai marqué par une astérisque, et le plafond ici par cette ligne rouge. Et il forme également, de part et d'autre, la placode olfactive. Ensuite, donc il y a les bourgeons mandibulaires, les bourgeons maxillaires. Ensuite, ce bourgeon frontal, de chaque côté du bourgeon, il va y avoir un bourrelet qui apparaît, qui va venir entourer la placode olfactive et ça va former les bourgeons nasaux externes et internes. Donc ça, c'est un schéma que vous devez connaître, que vous devez être capable de légender. Donc il y a le bourgeon frontal, les bourgeons nasaux, internes, externes, les maxillaires et le mandibulaire ici déjà fusionnés. Alors, là, alors les placodes sont-elles un épaississement de l'épiblaste secondaire? Oui. Alors parfois, le terme ectoblaste est employé, mais c'est le terme ectoblaste de recouvrement. Donc il ne faut pas confondre, je préfère qu'on utilise le terme d'épiblaste secondaire. Donc ici, vous avez les légendes, le sillon lacrymonasal. Alors, est-ce qu'on peut faire, un récapitulatif sur la formation du septum intermédium et sur sa participation dans les différents cloisonnements des cavités cardiaques. Et le terme de valvule pose également problème au niveau du foramen ovale. Alors, donc ici, on a le tube cardiaque initial, embryonnaire, primitif.
qui s'est formé après la fusion des 2 tubes endocardiques, une fois qu'il y a eu l'applicature. Et nous, on veut aboutir à ça, à un cœur à 4 cavités, avec des oreillettes, enfin une oreillette et un ventricule ici qui communiquent à gauche, et ici, à droite, une oreillette et un ventricule qui communiquent également. Mais le cœur droit et le cœur gauche ne communiquent pas. Donc, il va y avoir pour passer de là à là, il va y avoir des phénomènes à la fois de plicature, de cavitation, il va falloir creuser ces cavités, et puis ensuite, il va falloir les délimiter, les cloisonner. Donc, je vous ai remis l'ensemble du cours pour ceux que ça intéresserait. Et donc, il y a une plicature ici, dans le plan sagittal du cœur. Alors, pardon. Je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Bon, il y a d'abord un phénomène de plicature avec l'oreillette qui se forme en remontant en arrière, une rotation qui s'effectue vers la droite. Après le phénomène de plicature, il y a le canal auriculo-ventriculaire. Mais ce canal auriculo-ventriculaire, il est comme un tuyau qu'on aurait plié. Il est tout petit et donc il va se latéraliser et il va s'élargir. C'est ce que vous voyez ici. Hein, donc il croît en fait, hein, il s'élargit et il permet la communication des cavités. Alors, ce qui nous intéresse par rapport à la question, c'est qu'autour de ce canal auriculo-ventriculaire, il va y avoir des épaississements que l'on va appeler les bourgeons endocardiques. Ces bourgeons, il y en a 2 principaux, ceux qui sont en haut et en bas, en antérieur et en postérieur, antéro-supérieur, postéro-inférieur, et 2 accessoires, ceux qui sont latéraux, à droite et à gauche. Alors rappelez-vous bien, la droite, elle est ici, la gauche, elle est ici. C'est un cœur que l'on observe comme si vous regardiez un patient de face. Hein, donc la droite est ici, la gauche est ici. Alors les bourgeons principaux vont se rejoindre et fusionner sur la ligne médiane, et ainsi ils vont former le septum intermédium, qui est la première cloison. Donc le septum intermédium, voilà, c'est une poussée de ces bourgeons et ça vient fusionner ici au centre. Et donc vous pouvez voir sur ces schémas que ça vient cloisonner le canal auriculo-ventriculaire. Donc on va ensuite avoir une poussée, donc le septum intermédium sur ce schéma, il apparaît en rose et il va émettre ensuite des expansions latérales de chaque côté. Sur le diaporama, elles apparaissent en jaune. Ces expansions latérales qu'il émet de chaque côté, ils vont venir constituer avec les bourgeons latéraux qui ne sont pas représentés ici sur ce schéma, qui sont là de part et d'autre, et vont venir former les valvules des orifices auriculo-ventriculaires. Ensuite, ce septum intermédium, il émet également des petites expansions vers le haut pour participer au cloisonnement interauriculaire et vers le bas pour participer à la formation de la cloison interventriculaire. Donc ce septum intermédium, c'est vraiment un élément clé du cloisonnement du cœur. D'abord, il vient cloisonner le canal auriculo-ventriculaire, donc il délimite des cavités droite et gauche. Ensuite, il émet des expansions latérales, donc ça permet déjà de diviser un petit peu tout ce qui va être auriculaire en haut, ventriculaire en bas. Et après, il émet également des expansions vers le haut pour faire un cloisonnement, pour participer, parce que ce n'est pas lui qui fait le plus, mais au cloisonnement interauriculaire, et une expansion un petit peu vers le bas pour participer au cloisonnement interventriculaire. Alors là, j'avais continué pour vous parler de la formation des oreillettes. Donc le cloisonnement des oreillettes se fait grâce au septum primum. Le septum primum, c'est une cloison qui naît au niveau du plafond de l'oreillette primitive et qui va se développer vers le bas en direction du septum intermédium. Cette cloison, elle est d'abord incomplète. Elle laisse persister un orifice que l'on appelle l'ostium primum.
L'ostium primum permet le maintien de la communication entre les deux moitiés de l'oreillette primitive. Ensuite, il y a une deuxième poussée de ce septum primum et il vient se souder complètement au septum intermédium. Du coup, on ne peut pas rester comme ça, parce qu'il faut quand même que le sang il communique entre les deux oreillettes. Donc, il va y avoir un deuxième trou, un deuxième ostium que l'on appelle l'ostium secundum, qui va se former par un phénomène d'apoptose. Le phénomène d'apoptose, c'est un phénomène de mort cellulaire programmée, c'est-à-dire c'est un phénomène de mort cellulaire qui est voulu. Donc, ce deuxième ostium apparaît. Et c'est ce qu'on voit sur ce schéma, avec en vert le septum primum, qui naît du toit de l'oreillette primitive, de l'oreillette primitive, qui vient s'agrandir comme ça vers le bas, en direction du septum intermédium, mais qui laisse persister ici un orifice. Dans un deuxième temps, donc ici vous voyez que l'ostium secundum a commencé à se former, c'est juste pour des questions pédagogiques, pour vous montrer qu'il est en train de se former ici. Mais dans un deuxième temps, donc à la suite, cet ostium primum, il est complètement obturé, et donc l'ostium secundum apparaît ici. Alors, dans un deuxième temps, il va y avoir la deuxième cloison, le septum secundum. Donc, le septum secundum, c'est une cloison qui vient apparaître à droite du septum primum, donc dans la cavité droite du cœur. Elle se développe vers le bas et vient s'accoler au septum intermédium. Mais elle reste quand même incomplète dans sa partie inférieure. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous pose un petit peu problème. Donc, il vient s'accoler, mais ça reste incomplet. Et donc, il persiste un orifice en chicane, le trou de Bottal ou foramen ovale. Ce trou de Bottal ou ce foramen ovale, il est indispensable à la vie embryonnaire, puisqu'il permet de faire passer le sang du cœur droit vers le cœur gauche. C'est une communication interauriculaire qui est physiologique. Donc, il va se maintenir ouvert jusqu'à la naissance, et ensuite, après la naissance, il va se fermer. Ainsi, on dit que la partie inférieure du septum primum constitue un clapet et que l'on appelle ça la valvulve du foramen ovale, ou on appelle ça également la valve septale. Donc, cette valvule, elle est soulevée à chaque passage du flux sanguin. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Donc, le septum secundum, il est venu s'accoler ici au septum intermédium, mais ce cloisonnement, il est incomplet. Il laisse cet orifice ici en bas libre. Et donc, le sang, il va arriver comme ça, buter contre le clapet en fait, du septum primum, contre cette valve du septum primum, et monter du coup vers l'ostium secundum. Et c'est comme ça que ça va créer un passage en chicane. Le sang de l'oreillette droite va passer par le foramen ovale et passer dans l'oreillette gauche. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici. Alors, le septum secundum, attendez. Est-ce qu'il faut savoir les jours de formation des éléments? Non, retenez pas les jours, à part que le cœur il bat à J22, vous embêtez pas avec ça. Oui, d'après les schémas, on peut considérer que le septum secundum, ici en jaune, vient s'accoler au septum intermédium en bas, mais qui reste quand même une petite cloison incomplète. Alors, est-ce que je peux refaire une explication à propos de la zone cardiogène et du tube cardiaque? Alors, je n'ai pas spécialement les diapos. Ce que je vais te dire oralement, c'est que la zone cardiogène,
elle est positionnée en avant de la membrane pharyngienne, avec formée à la fois de mésoblastes intra-embryonnaires et de mésenchymes extra-embryonnaires. Dans ce territoire-là, on va observer donc 2 tubes cardiaques primitifs ou tubes endocardiques primitifs, je crois que je les avais appelés comme ça. Au moment de l'applicature et de l'internalisation de la zone cardiaque, ces 2 tubes vont venir fusionner. Ces tubes vont fusionner et former plus qu'un seul tube, celui qu'on a revu ensemble au début du diaporama et que je ne vous ai pas détaillé. Donc c'est un tube, on va dire, qui est vertical. Voilà, tube vertical ici qui est formé en bas par le sinus veineux, au-dessus par l'oreillette primitive, le ventricule primitif, le bulbus cordis et le conotruncus. Donc le système veineux va arriver ici et le système artériel va partir du conotruncus. Donc ce tube cardiaque, il va se développer et il est limité par la cavité péricardique, par le stélome interne qui a formé cette cavité péricardique. Et donc, comme souvent en embryologie, ça entraîne des phénomènes de plicature. Donc cette plicature, elle a lieu dans les 2 plans de l'espace. Dans un plan sagittal, on va avoir l'oreillette primitive qui va remonter, enfin qui va passer en arrière et remonter, se plaquer contre le ventricule primitif. Donc ça va amener avec elle le sinus veineux et donc tous les vaisseaux afférents qui viennent se connecter au sinus veineux. Et dans le sens frontal, on va avoir un déplacement vers la droite, une boucle à convexité droite, et donc le bulbus cordis va venir se placer à droite du ventricule primitif. Donc c'est ce que vous voyez ici sur ces schémas. Donc le sinus veineux, l'oreillette primitive qui bascule en arrière, qui remonte et qui vient se plaquer ici. Et en même temps, une boucle à convexité droite, avec ici cette bascule qu'on voit mieux sur l'autre schéma d'ailleurs, je pense. Voilà. Avec donc là, c'est un schéma qui montre que l'oreillette, elle vient bien se mettre en arrière du ventricule primitif. Et le schéma pour la rotation, on le voit mieux juste après, je crois que je ne vous l'ai pas mis. Je ne vous l'ai pas mis, mais en gros, pardon, ça bouge. Du coup, je ne sais pas si ça n'entraîne pas chez vous un peu des soucis. Le bulbus cordis qui est placé ici, donc là, il est pas coloré sur ce schéma parce que je n'ai pas les bonnes diapos. Mais vous pouvez le voir ici, il va faire une boucle à convexité droite et il va venir en fait se placer à côté du ventricule primitif. Le ventricule primitif ici sera à l'origine du ventricule gauche, le bulbus cordis sera à l'origine du ventricule droit et l'oreillette primitive sera à l'origine des 2 oreillettes droite et gauche qui vont se cloisonner. Alors, une question sur les somites. Effectivement, il y a un gradient de différenciation. En fait, pour les somites, il y a ce qu'on appelle les somitomères qui sont les moins différenciés et que vous allez retrouver en partie céphalique. Et après, vous avez tout ce phénomène de la somitogénèse qui se forme selon un processus qui est séquentiel et qui est synchrone. Donc, les somites qui seront les mieux différenciés, ce sera les plus antérieurs parce que c'est elles qui se forment en premier, tout simplement. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec les somitomères. Attention à ne pas faire la différence, la confusion, pardon. Alors ensuite, j'avais une dernière question sur l'histologie et je suis bien embêtée pour vous. En fait, c'est une erreur que j'ai dans mon diaporama. Et l'an dernier, on avait tout de suite fait un erratum et j'en avais reparlé à la SDR également l'an dernier. Donc, je suis embêtée que ça vous ait encore posé problème et que vous ayez pu perdre un peu de temps avec ça. Mais c'est très important, pardon, que vous ayez compris ça, parce que pour plus tard même, c'est bien pour toutes les pathologies que vous allez apprendre.
Donc l'hématopoïèse, c'est l'ensemble des phénomènes qui vont permettre la fabrication et le remplacement continu et régulier des cellules sanguines. Donc l'hématopoïèse, c'est l'ensemble ici schématisé sur ce schéma. L'hématopoïèse, elle se divise, elle bifurque en deux grandes voies. Une voie qui va être la lymphopoïèse et qui va aboutir à la formation des lymphocytes. Et une voie qui est la myélopoïèse qui, elle, va aboutir à la formation de nombreuses lignées. Donc la myélopoïèse, elle va aboutir à la formation des érythrocytes, des monocytes et de l'ensemble des granuleux, ainsi que des plaquettes, des mégacaryocytes ici. Donc la myélopoïèse, pardon, elle contient l'érythropoïèse, plus la monocytopoïèse, plus la granulopoïèse et plus la mégacaryopoïèse. Pour ceux qui ne sont pas allés sur Moodle, je vous ai remis la diapositive du cours. Je vous l'ai bien barrée parce que c'est une diapositive qui est erronée, que j'avais pris d'ailleurs et je l'avais mal relue. Donc ça, c'est très important. Donc l'hématopoïèse, c'est global. Elle se divise en myélopoïèse et en lymphopoïèse. Et c'est dans cette lignée ici de myélopoïèse que vous avez donc toutes ces voies. Alors, on en a fini avec cette séance de révision. Alors, donc il y a beaucoup de questions. Je trouve ça bien en plus que vous communiquiez entre vous. Moi, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de tout y répondre. Et comme je vous dis souvent, j'essaye de faire des réponses bien consensuelles qui collent bien avec le cours et le concours. Et c'est pour ça que je vous avais demandé de me les faire parvenir en avance. Donc voilà, j'espère que ça vous a été profitable. Sur Moodle, il y a donc l'erratome sur le tissu sanguin. Il y a également les QCM sur jalon. Donc j'ai revu un petit peu le QCM du schéma de la 3e semaine qui avait pu vous poser problème. Et j'ai également mis les cours en PDF pour ceux que ça intéresserait. Et voilà, alors bon courage, c'est pour bientôt. Profitez du confinement pour bien travailler. Et si vous avez bien sûr encore des questions, vous les faites passer au tuteur et ils me les transmettront et puis j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Sachez qu'eux, ils assurent vraiment, ils m'envoient tout de suite les questions, mais c'est parfois moi qui ai un petit peu de mal à répondre. Donc voilà, faites-leur confiance, envoyez-leur leurs questions et puis de toute façon, je vous donnerai la réponse au plus tôt pour que vous puissiez bien répondre le jour du concours. Allez, merci à tous. Bonne soirée et bon courage surtout.